Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Le Rocaboukine, et aujourd'hui il est temps de montrer qu'il n'est pas tout à fait rétrograde. Pas tout à fait. Aujourd'hui, première discussion dans ce monde merveilleux et impitoyable qu'est le monde de la lecture numérique. Alors avant de commencer, vu que le numérique est une très vaste question, je vais d'abord recadrer 2-3 petites choses avant de me perdre dans des développements absolument interminables. Et si je vais sans doute plus d'une fois être assez schématique, je vais surtout m'efforcer de ne pas vous dire de bêtises. Et quoi, faire nous aussi dans la désinformation? Certainement pas, nous ment bien assez comme ça. Bon, je ne pense pas révolutionner votre vision du monde si je vous dis que maintenant, on peut lire du dématérialisé. C'est quand même dingue le progrès de nos jours. Et quand il est question de dématérialiser, il est impossible de faire l'impasse sur la vente en ligne et notamment le mastodonte Amazon. Le défiscalisé, le tueur d'emploi, le pourfendeur de la veuve et de l'orphelin, le destructeur de monde. Le sujet Amazon est tellement vaste et intéressant, surtout avec en ce moment le bras de fer qui l'oppose à Hachette, que je ne peux que vous encourager à vous y pencher. Pour ma part, je vais me contenter de pointer l'évidence, et l'évidence c'est qu'Amazon est une sacrément belle machine, avec une renommée et une ramification internationale, au délai et au coût de livraison qui généralement défie toute concurrence, une machine qui, tout simplement, brasse une quantité de pognon proprement ahurissante. Ouais, ça fait un sacré paquet de pognon. Et si vous vous demandez pourquoi Amazon et Amazon, tant bien qu'en mal, je vous invite à méditer un peu sur ce chiffre. Sur les 74,4 milliards de dollars qu'ils ont amassés en 2013, ils n'ont enregistré un bénéfice que de 0,4%. Ah ouais. Ce qui, outre des négociations âpres avec les éditeurs afin de grappiller des marges de plus en plus importantes, en bonne partie pour continuer d'assurer la quasi-gratuité des livraisons à ses clients, amène Amazon à officiellement chercher l'excellence client et officieusement à employer des manières de plus en plus agressives pour écraser la concurrence et ainsi tendre vers un monopole. D'où d'ailleurs cette décision d'un format propriétaire pour tout ce qui est du numérique, puisqu'un livre numérique acheté sur Amazon, sauf bidouillage bien sûr, ne pourra être lu que sur une liseuse Kindle ou l'application gratuite numérique Kindle, et de la même façon, inversement, une liseuse Kindle, elle, ne pourra lire qu'un livre numérique au format propriétaire décidé par Amazon. Et c'est bien dans cette volonté claire d'établir un monopole que moi, j'ai un problème. Parce que sur Amazon, tout est fait pour rendre l'achat impulsif, presque inconscient. Et la stratégie, bien sûr, comme partout ailleurs, est de mettre en avant par catégorie les best-sellers et les références les mieux notées. Et là, je suis sûr que vous commencez à voir les problèmes. En premier lieu, flâner et trouver ce livre insolite et marginal que vous ne pensiez pas chercher mais qui va révolutionner votre vie, eh bien ça devient une sacrée gageure. D'ailleurs, vous vous rendez compte que David Van n'a que 3,5 voire 2,5 sur 5 ? Nom d'une pipe, mais c'est un scandale. Non mais sérieusement les gens, mais comment voulez-vous que je fasse confiance aux notations après ça? Non mais allô quoi. Un autre gros problème découle de l'offre même du livre numérique, parce qu'il faut bien dire que les éditeurs papier, donc les plus classiques, les plus médiatisés, les plus représentés, sont assez frileux pour ce qui est de numériser leur catalogue, et ça a permis, au moins en partie, à Amazon de s'engouffrer dans une niche, l'auto-édition, et de proposer leur service KDP ou Kindle Direct Publishing. Mais je peux donc enfin publier ces mémoires commencées à 12 ans quand mes parents m'avaient privé de sortie, c'est l'origine de toutes mes idées, c'est un monument de désobéissance civile. Être publié ou ne pas être publié, telle n'est plus la question. Mais attention, ça reste Amazon, donc pour y être exposé d'une manière satisfaisante, il faut vendre vite, vendre beaucoup, et tant qu'à faire, avoir de plutôt bons retours clients. Sinon, eh bien c'est le purgatoire, et vous rejoindrez toutes les autres œuvres, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, qui sont oubliées du site, et qui sont accessibles uniquement suite à une recherche directe, ou par un très heureux hasard. D'ailleurs, je vous laisse regarder par vous-même toutes les magouilles, toutes les arnaques, toutes les fraudes qui ont pu avoir lieu à cause justement de ce système de classement. Vous verrez, c'est tout un business plutôt édifiant. Et ce qui est d'autant plus croustillant, c'est qu'Amazon a eu des prises de position pour le moins troubles vis-à-vis de ces arnaques. Mais là encore, ce qui compte véritablement à mes yeux dans cette occupation du numérique par Amazon, c'est que essentiellement ce sera un seul et même type de livre qui sera mis en avant, et donc qui se vendra, et donc au bout du compte, eh ben au chef la diversité éditoriale. Hey d'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous saviez qu'en 2013, dans le top 10 Amazon des meilleures ventes de livres numériques, 5 étaient issus du service KDP? Impressionnant ou inquiétant? Affolant plutôt, parce que quand ils seront prêts, ils cacheront dans les méandres du site
tous les livres qui ne leur plaisent pas, et les éditeurs qui n'auront pas voulu céder à leurs exigences aberrantes. Ce sera progressif bien sûr, au début ce seront juste des boutons de précommande qui disparaissent, des délais de livraison qui s'allongent, puis il y aura des ruptures de stock, et bien entendu pour les rares clients qui voudront quand même commander un livre, on leur proposera un remboursement intégral, et pourquoi pas même en bonus, l'envoi gratuit d'un livre numérique, sponsorisé par Amazon et spécialement sélectionné par un cortège de clients premium. C'est comme ça qu'ils domineront le monde, et c'est comme ça que nous deviendrons tous pareils. Alors bon, sans verser dans le paranoïa le plus effroyable, je pense quand même qu'il y a matière à s'inquiéter parce qu'à mon avis, il y a de plus en plus, et il y aura de plus en plus, de personnes qui ne lisent et qui ne liront que du dématérialisé, ce qui en somme paraît être une évolution tout à fait logique. Maintenant, si pour ces personnes, leur seule source d'achat et de conseils surtout, est celle qui s'impose, c'est-à-dire le géant Amazon et ses algorithmes de pondération de meilleure vente et de conseils clients, eh bien ces personnes n'auront accès qu'à un certain style de littérature, très fermé, sujet en plus aux intérêts aux caprices d'une boutique sous la pression de ses investisseurs, un certain style qui n'est même pas sûr de leur plaire, et un certain style surtout qui en viendra peu à peu à leur faire oublier ou plutôt à ne jamais leur faire connaître ce qu'est un véritable travail éditorial soigné qui privilégie davantage la littérature et sa diversité à la rentabilité à court terme. Et vous savez ce qui serait vraiment effrayant? Eh bien ce serait qu'en France on soit tellement conservateur qu'il n'y ait aucune autre initiative que celle d'Amazon pour approcher et investir le numérique. Heureusement on en est loin, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de la dynamique de la maison iFraction. Les éditions iFraction, c'est une aventure initiée par Paul Leroy-Beaulieu et Franck-Olivier Laferrère, suite à une observation simple mais brillante, qui est qu'on n'ose plus dans le monde des livres. Alors je ne parle même pas des personnes qui n'osent même plus lire, mais même des lecteurs qui n'osent plus aller à la rencontre de nouveaux auteurs, qui n'osent plus se risquer à acheter un inconnu et voir ce qui se passe. Et sincèrement, comment pourrait-on blâmer quiconque quand on se dit que les têtes de gondole sont presque tout le temps occupées par la même soupe indigeste réchauffée ad nauseam, et quand le prix des livres est quand même assez prohibitif, il faut le dire, avec des grands formats qui oscillent entre 20 et 25 euros, et des poches qui sont à 8, 9, 10, 12 euros même. Même avec les meilleurs conseils du monde, ça reste un investissement financier que peu de monde au final se sent prêt à faire. Oui, et puis tout le monde ne connaît pas encore l'existence de cette chaîne pour avoir des conseils avisés, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune chronique. Et d'ailleurs, on rit pas là-bas. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la dernière grande démocratisation de la lecture avait été obtenue grâce au format poche, et à un faible coût qui autorisait l'expérimentation, c'est-à-dire que j'essaye un auteur de poche au hasard sur un coup de tête, s'il me plaît tant mieux, ça me fait d'autres pistes de lecture, s'il me plaît pas, tant pis, au moins je me suis pas ruiné. Et c'est précisément dans l'optique de retrouver cette dynamique que les éditions iFraction proposent leur collection hors format, qui rassemble des textes courts, modernes, percutants, lisibles d'un gros quart d'heure à peu près, et qui permettent de faire de très bonnes découvertes pour seulement 99 centimes d'euros. Et si vous êtes prêt à débourser un peu plus, vous pourrez trouver dans leur catalogue des textes plus longs, qu'ils aient été édités par leur soin ou par d'autres éditeurs numériques, qui voulaient bénéficier de leur mode de diffusion qui s'avère être très original. Et là, attention, touche une approche du numérique que je trouve très intéressante, parce que pour vous procurer leurs livres, vous pouvez bien sûr aller directement sur leur site, et vous pouvez les trouver dans certaines bibliothèques, mais aussi, vous pouvez les trouver dans certaines librairies, grâce à ces cartes, où vous avez sur le recto la couverture du livre, et sur le verso, son résumé, son prix, et son code d'accès qui vous permet de le télécharger directement sur leur site, et ça, eh bien ça permet de n'exclure aucune source de conseil pour le livre, ce qui me paraît être crucial pour donner à un texte toutes ses chances. Et si vous voulez des pistes de lecture, je ne saurais que trop vous conseiller Olivier Martinelli et Marc Safranco, deux auteurs autrement publiés par les éditions 13e Note. Alors Jonas, c'est rock, c'est dynamique, c'est les premiers émois amoureux, c'est la recherche identitaire d'adolescents, des thèmes très vastes qui supportent largement un développement plus long. Donc pour ma part, ce hors format, mission réussie parce que ça m'a donné bien envie de découvrir son autre texte, La Nuit ne dure pas. Pour Marc Safranco, c'est différent, puisque je le connaissais déjà d'avant, et si vous ne me croyez pas quand je vous dis que ces 13e notes vont vous séduire, eh bien essayez donc Ali Night, où vous découvrirez un homme au bout du rouleau et qui se lance dans une spirale autodestructrice. C'est mordant, c'est cynique, c'est cru, c'est sacrément jouissif, bref, c'est du pur Safranco. Et si vous voulez le découvrir sous une forme jusqu'ici inédite en France, tentez donc Minable, une pièce de théâtre où il laisse éclater toutes les verves contestataires qu'on lui connaît, notamment vis-à-vis de notre consumérisme extrême qui nous pousse à la réification d'autrui, mais aussi vis-à-vis de la vacuité de nos existences d'une manière générale. Mais bien sûr, il n'y a pas que des auteurs 13e note, le monde moderne est aussi décortiqué par Carol Zellberg, avec Faire passer une nouvelle glaçante sur les réalités actuelles de l'avortement, par Franck-Olivier Laferrère himself, avec Celle qui ne te tue pas et presque rien, deux nouvelles sur la solitude de l'individu et sur les impacts nocifs que peuvent avoir les attentes et les carcans de notre société moderne, notamment en ce qui concerne le couple et la parentalité.
Ou encore par Virginie Lononi avec Dépucelage, un texte superbe sur le sentiment amoureux mais aussi sur le dégoût, notamment le dégoût de soi face à l'incapacité de se sortir d'une relation malsaine. J'étais déjà très tenté par Ce qui ne peut se dire, son autre texte récent sorti aux éditions Actes Sud, où elle semble développer une vision de la littérature comme moyen de recouvrir son identité, mais également de développer son empathie afin de ne pas sombrer dans les extrémismes, une vision qui ne peut que m'intéresser. Et là, eh bien, la lecture de ce court texte, je ne peux que me rendre à l'évidence, je ne vais pas pouvoir repousser cette autre lecture bien longtemps encore. Maintenant, vous ne trouverez pas que des nouvelles contemporaines dans le catalogue d'Ifraction, mais également des textes plus atypiques, à l'image d'Atopia d'Éric Bonargent, une véritable réflexion littéraire menée par un homme qui est entre autres choses prof de philo et chroniqueur au matricule des anges, ce qui se manifeste par un bon esprit d'analyse doublé d'une bonne plume, ce qui est toujours une combinaison très agréable à lire. Une réflexion qui saura vous conseiller des livres marquants et uniques, d'auteurs comme David Vann, André Gide, Horacio Castellanos-Moya, une réflexion enfin qui sait recadrer très efficacement la littérature dans son universalité, quand il cite Bolaño pour dire qu'une écriture de qualité, c'est savoir mettre la tête dans l'obscur, savoir sauter dans le vide, savoir que la littérature, fondamentalement, est un métier dangereux. Et c'est précisément la démarche de Franck-Olivier Laferrère dans son Laurence d'Arabie à contre-corps, projet de biographie avorté qui s'est transformé en une longue logorée à lire d'une traite, où il fait s'affronter la légende et l'homme, le médiatisé et l'intime, le corps défaillant et l'esprit avide de repousser toutes les limites, où on peut même déceler une vision du potentiel du numérique face au papier. Donc de la part du créateur d'Ifraction, c'est très clairement un texte fort, aux symboles multiples, et surtout aux très nombreux niveaux de lecture. Enfin, et parce qu'il y a aussi de la légèreté dans le catalogue d'Ifraction, je ne peux que vous recommander un de mes plus gros coups de cœur, qui est le petit traité d'éducation lubrique de Lydie Salver, qui est un véritable petit bijou jubilatoire d'humour, d'esprit, d'érotisme aussi, et qui n'est pas sans rappeler le manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation de Pierre Louis, vraiment une très très bonne lecture. Et donc au final, dans cette course au profit qui est immédiatement devenue le livre numérique, le forçant à rentrer dans toujours ce même système économique, modèle économique de la vente massive, eh bien c'est paradoxalement auprès de quelqu'un qui tient à maintenir des intermédiaires physiques qu'on trouve l'idée la plus novatrice, ou en tout cas, l'idée qui traite le livre numérique comme un nouveau médium, et non comme une énième déclinaison de ce qui existe déjà. Et rien que pour le pavé dans la mare, moi j'étais déjà conquis, mais au vu de ce qui émane de ce début de catalogue, je pense qu'Ifraction mérite toute notre attention. Voilà qui conclut cette monstrueusement longue chronique. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me laisser un like, ça me fera très plaisir. La prochaine fois, je sais pas vous, mais moi de vous avoir parlé du petit texte de Lydie Salver, ça me donne bien envie de vous faire découvrir quelques lectures détentes et amoureuses. Nom d'une pipe. Donc la prochaine fois, place aux éditions Musardine. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!